Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert. Deux expertes avec nous immédiatement aujourd'hui pour cette dernière journée de 2024 avec ce soir le réveillon. On va peut-être goûter de très bons produits issus de la filière de la charcuterie. Eh bien, on va en parler avec Christiane Lambert. Vous connaissez Christiane Lambert. Christiane Lambert, c'est cette ancienne présidente de la FNSEA, donc des syndicats agricoles français, et puis de la Fédération des syndicats agricoles européens. Aujourd'hui, Christiane Lambert, qui est une ancienne éleveuse de porc, jusqu'à ce soir en fait, puisque elle cède la main à une autre exploitante agricole. Eh bien, Christiane Lambert est aujourd'hui la porte-parole de la filière de la charcuterie. C'est une sacrée filière industrielle. C'est une experte de nos bons plats issus de la filière de la charcuterie. On y reviendra dans un instant avec vous. Bonjour Christiane, vous êtes avec nous en ligne ? Oui, je suis avec vous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe dans votre domaine, parce que aujourd'hui, si on reparle de l'agriculture, c'est notamment parce que la coordination rurale, un autre syndicat agricole, un peu plus à droite, un peu moins important, mais qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, a décidé de relancer une grande manifestation le 5 janvier en appelant à marcher sur Paris. On va y revenir dans un instant. Et deuxième experte pour nous expliquer la situation du monde agricole aujourd'hui, Emmanuelle Ducrot. Bonjour Emmanuelle, vous êtes avec nous ? Bonjour Thierry, bonjour Christiane Lambert, bonjour à tous. Vous êtes Emmanuelle, bonjour, journaliste et spécialiste des questions agricoles au journal L'Opinion. Alors on va écouter d'abord l'un des leaders de la coordination rurale, Patrick Legras, qui, au nom de la coordination rurale, ce syndicat agricole, appelle à marcher sur Paris le 5 janvier. Bonsoir les amis. Je vous avais promis une grande annonce. J'ai enfin le droit de vous la faire. Et croyez-moi, c'est pas parce que je suis au coin du feu que je vais vous appeler à rester chez vous. Parce que cette grande annonce, c'est que le 5 janvier, on va tous monter bloquer Paris. De toute la France. On vous appelle tous, que vous soyez à la coordination rurale, dans les autres syndicats, à syndiquer. Là, on y va pour sauver la paysannerie. On a bien vu depuis un an qu'on a bossé, gosillé, faire des actions plusieurs fois par mois. Voilà, c'est Patrick Legras qui mettait en scène sur les réseaux sociaux, avec le coin du feu derrière. En effet, beaucoup ont vu cette image. Cet appel à manifester sur Paris le 5 janvier. Ils ont déjà fait une tentative, Emmanuelle Ducrot, il y a quelques semaines, quelques mois, puis ça n'avait pas marché. Bon, là, c'est considéré un peu par certains comme de la provoque. Bon, qu'est-ce qui explique, Emmanuelle Ducrot, cette persistance des difficultés et est-ce qu'ils sont simplement en campagne électorale pour les chambres d'agriculture, ou est-ce qu'il y a réellement une base en colère aujourd'hui encore chez les agriculteurs malgré le dernier mouvement social ? Alors, si on met de côté cet appel de la coordination rurale à bloquer Paris, bon, la coordination rurale a déjà appelé à bloquer Toulouse il y a quelque temps, on n'a jamais vu la couleur de ce blocage, mais bon, sur le fond, il reste quand même des sujets agricoles qui n'ont pas été du tout traités après la grande crise agricole du début de l'année 2024. Tous les problèmes sont encore là, les excès de normes que dénoncent les agriculteurs, qui rendent par exemple impossible l'installation des élevages en France. Il y a beaucoup de paperasse, leurs moyens de production qui se réduisent et qui les mettent dans des situations difficiles, dans des impasses, des pertes de compétitivité parce que le coût de l'emploi agricole est extrêmement élevé en France, beaucoup plus que chez les voisins européens. Et par exemple, en Hollande, le coût de l'emploi, alors que pourtant le niveau de vie hollandais est assez important, eh bien, le coût du travail est moindre en Hollande qu'en France, dans le monde agricole. Il est de 45% inférieur. Et c'est très important, par exemple, dans les fruits et les légumes, parce que la main-d'œuvre pour le secteur des fruits et des légumes, ça représente la moitié du coût des productions. Donc, ça veut dire que les productions françaises sont très chères, très peu compétitives au regard des productions européennes. Et donc, les paysans français ont l'impression d'être défavorisés par leur propre politique dans leur propre pays face à la concurrence. Et ils ont l'impression que, et ce qui est en partie vrai d'ailleurs, que leurs productions sont remplacées par des importations. Et tout ça, ça devait être réglé par une loi agricole qui est suspendue quelque part entre oui, parce que le gouvernement a sauté, donc ça fonctionne plus. Oui, depuis la dissolution. Il y avait aussi beaucoup de mesures budgétaires qui étaient très attendues, notamment sur le coût du travail, notamment sur la fiscalité des carburants, notamment sur la défiscalisation de l'épargne de précaution pour que l'agriculture soit plus résistante au changement climatique, par exemple. Tout ça a été suspendu. Les récoltes ont été extrêmement mauvaises dans beaucoup de filières cette année. Donc voilà, le terreau de la colère agricole, il est toujours là.
et ça n'a pas été réglé. Bon, mais donc mauvaise année 2024 et un ras-le-bol qui persiste ici. Et puis on est dans un contexte quand même qui est celui, je disais, qui n'est pas anodin. Les Français savent pas tellement comment ça fonctionne, mais les chambres d'agriculture qui sont un outil pour conseiller les agriculteurs avec des ingénieurs agronomes, avec des experts de toute nature, ces chambres, elles sont dirigées par les agriculteurs eux-mêmes et leurs syndicats. Et donc, il y a des élections pour être élus au conseil d'administration. Et ça a lieu en ce moment. C'est ça, c'est aussi pour ça qu'il y a une bagarre entre les syndicats au passage? Alors, ces élections professionnelles des agriculteurs, elles auront lieu entre le 15 et le 30 janvier prochain. Oui, et donc, on est dans une période de campagne électorale dans le monde agricole. Alors, il y a le grand syndicat agricole, la FNSEA, son petit syndicat jumelé, les jeunes agriculteurs, donc qui détiennent 97, je crois, chambres d'agriculture en France. Et puis, il y a ce petit syndicat remuant, la coordination rurale, qui en détient 3, dont celle du 3 sur Lot-et-Garonne, 97, très, oui, très d'accord. remuant. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont parlé d'eux, parce qu'ils veulent progresser. Voilà, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux, mais ils sont très remuants. Et donc, on est dans ce climat de campagne électorale. Et donc, ça incite un peu à la surenchère. C'est aussi comme ça qu'il faut lire l'appel à bloquer Paris. Oui. Alors, qu'est-ce qui va bien quand même, ou qu'est-ce qui va mal dans le monde des récoltes, de la production agricole, et puis dans le monde de l'élevage, hein, les deux grandes familles chez les agriculteurs? Est-ce que, vous me disiez, les récoltes sont pas bonnes? Elles n'ont pas été bonnes en 2024. Pourquoi? Trop d'eau? Trop d'humidité, c'est ça? Alors oui, on a eu une année extrêmement humide et ça a par exemple causé la perte d'un tiers de la récolte de blé en France. On ne le sait pas beaucoup, mais c'est une production très importante, notamment. C'est considérable. Donc ça fait vraiment beaucoup de mal aux exploitations. La récolte de maïs a été aussi un peu médiocre à cause de cet excès d'eau. On n'a pas pu récolter une partie du maïs. Ça va très mal dans la vigne française. On est en train d'arracher massivement de la vigne en France. Il y a quelques productions qui vont plutôt pas trop mal, hein. Par exemple, la betterave, cette année, c'était plutôt pas une trop mauvaise année. Mais globalement, les grandes productions structurantes ont vraiment été à la peine. Et du côté de l'élevage, alors? Et alors, du côté de l'élevage, on a eu une année qui a été marquée par des maladies qui ont touché les bovins et les moutons. Alors, il y a des secteurs qui vont plutôt pas trop mal. Alors, le lait, cette année, ça va pas trop mal. Christian Lambert vous en parlera sans doute. Pour le porc, ça va plutôt bien. Mais et puis, il y a les oiseaux, les maladies avicoles voilà, aussi. Alors, donc, on a eu la grippe aviaire chez les oiseaux. On a eu la maladie hémorragique épizootique qui a touché les vaches, et puis la fièvre catarrhale ovine qui touche les moutons et les vaches. Alors, et donc ça a beaucoup pénalisé les élevages français. Alors, je vais me tourner vers Christiane Lambert. On est ravis de vous avoir avec nous, Christiane Lambert. Vous êtes aujourd'hui porte-parole de cette industrie agroalimentaire importante en France, essentielle, qui est celle de la charcuterie. Et vous dites d'abord, écoutez, profitez du 31 du réveillon pour mettre de beaux plats sur les tables, c'est ça, hein? Oui, c'est période de fête. Je vois que les Français remplissent les magasins et remplissent leurs caddies pour leurs courses. Il faut savoir faire ce break familial indispensable, et avec ses amis aussi. Et les produits français sont ceux qui garantissent un avenir et un revenu aux producteurs français. Donc on incite toujours, et qu'on soit producteur ou industriel, à consommer plutôt des produits français. C'est le cas d'ailleurs, hein, parce que lorsqu'il s'agit des volailles festives, de la charcuterie, etc., les Français savent choisir les bons produits. Ouais. Mais ils le font au moment des fêtes, mais le reste de l'année, ils choisissent les prix bas. Et les prix bas, c'est souvent des produits qui viennent d'ailleurs. Le poulet qui vient parfois de très loin. De très loin, et suite au panorama décrit par Emmanuel Ducrot, et très juste par ailleurs, en matière de volailles, il y a de plus en plus d'importations, 45% des volailles consommées en France sont importées, et c'est 70% dans les cantines. Et une étude récente montre aussi qu'en matière de viande de bovin et de veau, c'est la restauration hors domicile qui accentue les importations. Finalement, la restauration classique et les grandes surfaces jouent plutôt le jeu, même si il faut de temps en temps les surveiller. C'est certainement aussi parce qu'ils ont un peu peur des manifestations d'éleveurs qu'ils essayent de mettre plus de produits français, surtout en ce moment. Mais là, les négociations commerciales sont en cours. Avec les grandes distributions, avec les hypermarchés, par exemple, toutes les grandes marques. Les industriels approchent les distributeurs pour proposer leurs conditions générales de vente. Et ce que l'on entend, les bruits qui nous reviennent ne sont pas bons. Il y a des demandes de déflation, c'est-à-dire de baisse de prix. Et ils vous demandent de baisser encore les prix, de serrer encore les prix. Oui, alors que l'énergie a augmenté. Le coût du travail a augmenté, le SMIC a augmenté, plus 7% depuis le 1er janvier. Là encore, on a eu plus 2 en novembre.
l'emballage coûte plus cher, toutes les normes environnementales, la logistique et, comme pour les agriculteurs, les complexités administratives avec recyclage, etc., etc. On est quand même en France dans un pays de l'excellence, c'est sûr, mais ça a un prix. Et donc, je disais plus vert c'est plus cher, je le dis encore. Quand on offre des produits premium, il faut que les prix suivent et on ne peut pas accepter des baisses de prix cette année. Vous me disiez que, en préparant cet entretien, que vous avez une étude de la Banque de France qui montre que dans la filière industrielle porcine de charcuterie, il y a un tiers de vos entreprises qui sont en difficulté pour des raisons tout simplement du coût des matières premières et de l'énergie notamment. C'est ça, il y a 430 entreprises en France, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 32 000 salariés, mais malheureusement 30% d'entre elles, selon l'étude Banque de France, sont dans le rouge parce qu'elles n'ont pas réussi à passer les hausses dont elles ont besoin pour répercuter les hausses qu'elles ont subies. Oui. Pour que tout le monde gagne sa vie, il faut que les producteurs gagnent leur vie, c'est normal, que les industriels gagnent leur vie et que les distributeurs gagnent leur vie, mais ne fassent pas de marge excessive, abusive. Or, le rayon charcuterie, c'est aussi la Banque de France qui le dit, c'est la vache à lait de la grande distribution, puisqu'ils prennent 8,2% de marge sur le rayon charcuterie, alors qu'en moyenne dans leur magasin, c'est plutôt 1,4. Ouais. Donc en fait, c'est énorme ce qu'ils pompent sur ce rayon-là. Emmanuel Ducrot, Christiane Lambert décrit au fond ce qu'elle appelle une tyrannie des prix bas qui amène du coup des prix qui ne sont pas à la hauteur de la production pour les agriculteurs. Et pourtant, vous nous dites, on a les meilleurs produits d'un point de vue sanitaire, de la qualité, le goût d'abord, et puis la santé sanitaire. Les Français ne savent pas toujours, les produits venus de l'agroalimentaire français sont parmi les plus sains au monde. Mais la norme européenne, c'est la plus drastique au monde sur les produits agricoles et alimentaires. Et la France a pour habitude de surtransposer les normes et de les appliquer encore plus à son industrie, à son agriculture. Donc on a le meilleur du meilleur, effectivement. Alors on a un meilleur du meilleur et un paradoxe, c'est que le pouvoir d'achat de nos concitoyens s'est rétréci. Et comme l'agriculture française est aussi très chère parce qu'on a appliqué des surcoûts du travail, eh ben, on peut plus payer cette agriculture-là. Alors il y a quand même un énorme paradoxe et il va falloir à un moment résoudre cette équation, alléger un peu la charge sur le coût de la production agricole pour que les Français puissent bénéficier de leur fantastique agriculture. Bon, mais alors Christiane Lambert, comment est-ce qu'on allège un peu? Qu'est-ce que vous suggérez, vous, aujourd'hui, dans la filière de la charcuterie? Écoutez, déjà, le ministre, l'ancien ministre de Bercy, M. Antoine Armand, avait dit est-ce qu'il faut absolument appliquer la directive CSRD, c'est-à-dire une directive européenne nouvelle qui pose des obligations environnementales drastiques aux entreprises, ou est-ce que, au regard de la difficulté, du manque de croissance dans lequel on est, il ne faudrait pas lever le pied? Moi, je pense qu'il faut du bon sens de cette façon-là. Les producteurs de leur côté demandent aussi des allègements. Toutes les normes sur les emballages, sur le recyclage, les taxes nouvelles, vous voyez, il y a la taxe soda qui va arriver, la taxe sur le sucre, il y avait eu des idées de taxer ou d'imposer des choses sur la publicité. Vous savez, en France, il y a plein de gens qui sont très imaginatifs, qu'il s'agisse des associations ou même des parlementaires, pour créer des obligations nouvelles, mais comme le dit Emmanuel Ducrot, pour faire toujours mieux en France, on va perdre le sourcing et on va perdre la production. Il y a une décapitalisation dans l'élevage, tant dans l'élevage bovin que dans l'élevage porcin au vin. Et certains prédisent qu'en 2030, on importera encore plus. Donc, bon, mais alors, que ce soit les producteurs ou les industriels, on ne veut pas être dépendant de l'extérieur. En conclusion, à toutes les deux, la même question. On s'apprête encore pour certains d'entre nous à faire le menu de ce soir. Certains vont décider au dernier moment. Qu'est-ce que peuvent faire les Français pour vous aider, vous, agriculteurs, agricultrices et producteurs de produits agroalimentaires? Qu'est-ce qu'on peut faire tous, individuellement, pour vous aider? Christiane Lambert. Le mot de la fin, Christiane Lambert, d'abord. Peut-être lâcher un peu Netflix et le téléphone dernier cri et consacrer un peu plus d'argent à l'alimentation. L'alimentation, c'est la santé, tout le monde le dit. Les bons produits, c'est aussi ce qui garantit la bonne alimentation et la bonne santé. Et puis, galantine, ballotine, charcuterie, dinde, foie gras, saumon. Voilà, j'entendais ce matin du saumon au caviar et au champagne, il faut peut-être pas exagérer, tout le monde ne peut pas, mais il y a des produits accessibles. Vous nous amenez à nous lécher les babines avant ce soir. Emmanuel Ducrot, votre phrase de conclusion?
Moi, je pense qu'au-delà d'acheter des produits français et de les cuisiner, il faut soutenir les jeunes agriculteurs. On a une agriculture qui vieillit. La moitié de nos agriculteurs, je dis nos agriculteurs parce qu'on les aime beaucoup, vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. La moitié, c'est considérable. Relève. Oui, on a besoin d'une relève agricole et on a besoin de soutenir ces jeunes agriculteurs qui assureront que demain, on continuera à avoir la main sur nos choix alimentaires, sur notre souveraineté alimentaire. C'est capital. Formidable. Merci à toutes les deux d'avoir été en direct avec nous ce 31 décembre 2024. Christiane Lambert et Emmanuel Ducrot, merci encore à vous. Et on vous souhaite à toutes les deux, à vos familles, à vos amis et à toutes et tous, bien sûr, un très bon réveillon, une très bonne fin d'année. On va tout de suite évoquer ce qui va changer demain, 1er janvier, avec le non-budget de 2024. Ça a des conséquences, des gagnants, mais aussi beaucoup de perdants. On va le voir immédiatement avec un spécialiste des impôts et des contribuables. Bien sûr, c'est Benoît Perrin de Contribuables Associés qui nous rejoint dans quelques instants. À tout de suite, vous restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, l'œil de l'expert. Et l'autre expert ce matin, c'est Benoît Perrin. Bonjour Benoît Perrin, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Thierry Guerrier, bonjour à tous. Alors vous êtes le directeur de l'association Contribuables Associés. C'est une association de contribuables, de citoyens français qui intervient souvent à notre antenne sur Sud Radio parce que vous êtes très actif, très offensif pour essayer de convaincre les pouvoirs publics en les surveillant et en mettant un œil sur l'action des uns et des autres, pas uniquement les ministères, aussi les parlementaires, pour essayer d'avoir la meilleure gestion de l'argent public. Et alors on va revenir avec vous sur la situation créée par la censure, le fait que du coup pas de budget Barnier pour 2025, Bayrou va essayer de faire quelque chose en janvier, on va y revenir, mais pour l'instant, loi spéciale votée en urgence pour faire passer au moins la reconduction à l'identique quasiment de 2024. Pourquoi cette loi spéciale et qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence alors Benoît Perrin ? Alors effectivement, dans le cas où le budget n'est pas voté dans les temps, la Constitution française, en l'occurrence l'article 47, en fait a prévu une espèce de solution de contournement pour justement éviter le blocage financier de l'État. C'est donc de faire voter une loi spéciale dont vous venez de parler. Alors cette loi spéciale, elle a été approuvée par le Parlement mi-décembre et elle permet deux choses. La première chose, c'est qu'elle permet à l'État de continuer à percevoir les impôts, mais exactement dans les mêmes conditions que 2024. D'accord. Et puis, deuxième autorisation, on peut rien changer. Voilà, exactement. On peut rien changer. Donc c'est un peu rigide, quoi. Il n'y a pas d'adaptation aux situations nouvelles. Exactement. C'est vraiment la reconduction en attendant le vote d'un budget vraiment en bonne et due forme. On reconduit très simplement, on fait un calque du budget 2024 et on l'applique en 2025. Bon, mais alors, la deuxième autorisation qui est fondamentale, c'est quand même de comprendre que cette loi permet à l'État et aux différents organismes de sécurité sociale de se tourner vers les marchés pour emprunter de l'argent. Puisque, comme vous le savez très bien, la France n'a pas des comptes équilibrés et doit, tout au long de l'année, se tourner vers des investisseurs pour trouver de l'argent pour financer son train de vie. Et ça, il faut y être autorisé par le Parlement, évidemment. Ça ne peut pas se faire comme ça, simplement sur le bon vouloir, soit de la sécurité sociale, soit du ministère. C'est exactement ça, d'autant qu'en 2025, c'est une année historique, puisque la France va devoir emprunter plus de 345 milliards d'euros sur les marchés. C'est un record. Et pour vous donner un repère, c'est à peu près 35 fois le budget de la justice. Oui. Donc inutile de vous dire que la France est vraiment dans une situation financière très périlleuse et elle doit absolument, via cette loi de finances, pouvoir se tourner vers les marchés pour continuer à emprunter de l'argent. Donc ça, c'est la loi spéciale qui a été votée pour permettre au fond de gérer les affaires courantes du budget de l'État. Mais alors du coup, il y a des gagnants quand même, parce qu'il y a des avantages, on va le voir peut-être concrets. Et puis il y a des perdants. Alors commençons par les gagnants peut-être, Benoît Perrin. Alors les gagnants, c'est d'abord les Français et les entreprises qui bénéficient du tarif réglementé d'électricité, qui vont voir leur facture baisser de 14%. Alors que souvenez-vous, dans le budget initial du gouvernement Barnier, il était prévu d'augmenter une taxe, la TICFE, qui aurait en fait eu pour impact de seulement baisser la facture de 9%. Donc très concrètement, les gagnants, c'est d'abord les Français qui vont du coup voir leur facture d'électricité véritablement baisser de manière importante, donc de 14%. Donc ça, c'est la conséquence du non-budget. Et puis alors, il y a les retraités aussi. Exactement. Parce que les retraités, on ne devait pas augmenter leur pension, et puis finalement, on l'augmente. Pourquoi ? Alors, effectivement, grand débat
sur les retraites pendant plusieurs semaines. Ce qui était prévu, souvenez-vous, c'était une augmentation de seulement 0,8% des pensions de retraite. Et ensuite, en juillet prochain, pour les petites retraites, une nouvelle revalorisation de 0,9%. Et là, comme le budget de la sécurité sociale n'a pas été voté, eh bien, on applique ce que prévoit le code de la sécurité sociale, une indexation très simple sur l'inflation. Donc tous les retraités vont avoir une augmentation de 2,2% de leur retraite au 1er janvier 2025. C'était en théorie une économie de 3 milliards d'euros et en fait ça va coûter à l'État plus de 6 milliards d'euros. Oui, donc en fait, c'est formidable pour les retraités, bien entendu, mais ça va creuser un peu plus le déficit, quoi. Exactement. Et les troisièmes gagnants, j'aurais tendance à dire, c'est les malades, puisqu'il était prévu des déremboursements de médicaments, voire même des remboursements moindres, un certain nombre de consultations. Oui. Et comme le budget n'est pas passé, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, reconduction de ce qui se passait en 2024. Donc certains remboursements qui seront poursuivis en quelque sorte, alors que le gouvernement précédent espérait pouvoir faire des économies en les supprimant. C'est fini. Alors maintenant, voyons qui est perdant. Et en particulier, eh bien, j'ai découvert ça avec vous en préparant hier soir, mais finalement, il y a des tas de Français qui ne payaient pas jusque-là l'impôt sur le revenu, qui vont devoir le payer. C'est le paradoxe. Alors exactement. Les grands perdants, en fait, c'est ceux qui ont vu leur revenu progresser en 2024. Pourquoi ? Parce que habituellement, justement pour ne pas pénaliser ceux qui ont des augmentations de salaire à peu près identiques à l'inflation, les gouvernements ont l'habitude d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur justement cette hausse des prix. Et comme il n'y a pas de vote, vous venez de le dire, eh bien vous allez avoir des Français qui ont vu leur revenu légèrement augmentés, qui vont maintenant être éligibles à l'impôt sur le revenu, alors que s'il y avait eu cette indexation, ils n'auraient pas payé cet impôt sur le revenu. Et là, on parle quand même de 380 000 ménages qui donc vont devoir payer l'impôt en 2025. Alors qu'ils ne le payaient pas. Alors qu'ils ne le payaient pas. Et vous allez avoir 17 millions de ménages qui vont voir leur impôt augmenter simplement parce que ils ont vu leur revenu augmenter en 2025. Et comme il n'y a pas d'indexation, eh ben, ils vont payer davantage d'impôts, notamment par le fait que certains vont changer de tranche. Alors, même si c'est pas beaucoup, certains paieront que 50 ou 100 euros d'impôts, ce qui est déjà quand même beaucoup pour les gens modestes. Et il n'empêche que on se souvient du débat politique que ça avait engendré, notamment avec LFI ou le Rassemblement national, qui disait mais c'est pas de notre faute si finalement, malgré la censure, vous allez devoir payer des impôts. Enfin, c'est un peu compliqué, évidemment, ce débat, mais c'est un des perdants. Alors, il y a aussi tous ceux qui devaient bénéficier... Thierry, si vous me permettez. Oui, allez-y. Si vous me permettez, Thierry, vous avez raison. Il était prévu, ou en tout cas, on avait imaginé qu'on allait pouvoir amender cette loi spéciale avec justement l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Mais le Conseil d'État a émis un avis suivi par l'Assemblée nationale indiquant qu'en fait, on ne pouvait pas modifier cette indexation et donc, sans vote, il n'y a pas d'indexation. Oui, parce qu'elle est presque constitutionnelle, ou en tout cas, elle est dans la loi organique, ça c'est clair. Alors, d'autres qui vont être perdants, on en parle beaucoup en ce moment, c'est les tickets restaurants. Les tickets restaurants, on devait pouvoir jusque-là les utiliser pour un peu plus que le restaurant, et puis non. Alors oui, les salariés qui bénéficient de tickets restaurants qui sont fournis par leurs entreprises vont être effectivement pénalisés, puisque traditionnellement, les tickets restaurants servaient à payer naturellement les restaurants ou la nourriture à emporter. Et depuis le Covid, le périmètre de l'utilisation de ces tickets restaurants avait été élargi, puisque maintenant, il était possible de les utiliser dans les supermarchés ou alors dans ce qu'on appelle les commerces de bouche. Je pense notamment aux boucheries ou aux poissonneries. Et comme il n'y a pas de budget, eh bien, dès demain, on va revenir à l'utilisation initiale des tickets restaurants, c'est-à-dire donc l'utilisation dans des restaurants ou encore dans des commerces. Ce qui avait été un élargissement du droit à l'usage du ticket restaurant par dérogation en quelque sorte, cette dérogation n'étant pas renouvelée puisque le budget n'est pas voté, ça tombe et on revient à la façon hantée en quelque sorte précédente d'usage du ticket restaurant restrictive, hein, c'est ça. Exactement, et ceux qui vont être pénalisés, c'est notamment les ménages les plus modestes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une étude qui vient de sortir il y a quelques semaines qui indiquait en fait l'utilisation justement des tickets restaurants par les Français ces derniers mois. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que 36% des Français utilisaient leurs tickets restaurants dans les supermarchés. Eh oui, normal, 24% dans les commerces alimentaires.
Ben oui. Exact, pour remplir un caddie, exactement. 24% dans les commerces alimentaires, 34% dans les restaurants et 6% pour faire des dons à des associations. Donc, dès Les demain, pauvres victimes de la censure, modestes, les gens modestes victimes de la censure, en exactement. fait. Oui. Alors, Exactement. Les familles modestes qui s'en servaient pour acheter de la nourriture dans les supermarchés vont devoir malheureusement les utiliser uniquement dans les restaurants ou dans les commerces de bouche. Alors, je voudrais qu'on parle un peu logement maintenant avec vous, avec deux volets. Un volet qui est lié au budget, et puis on va le voir, une autre décision avec ce qu'on appelle les passoires thermiques. Mais d'abord, lié au budget, ceux qui éventuellement pouvaient bénéficier de façon un peu élargie, parce que c'était un projet dans ce budget à voter et qui n'a pas été voté finalement, ce sont les futurs propriétaires et qui allaient, espérait-il, les primo-accédants, comme on dit, avoir un prêt à taux zéro. Et puis là, ça marche plus. Pourquoi? Expliquez-nous ça, Benoît Perrin. Alors, vous avez raison Thierry. Initialement, le prêt à taux zéro, vous savez, c'est un prêt qui est donc accordé par définition à taux zéro, sous condition de ressources, donc aux familles les plus modestes, pour ceux qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale depuis 2 ans, pour acquérir soit un logement ancien situé en zone ce qu'on appelle détendue, mais à condition de réaliser des travaux, soit pour acquérir en fait un appartement neuf situé en zone tendue. Et le PLF, le projet de loi de finances, prévoyait en fait d'étendre ce dispositif en permettant aux ménages les plus modestes donc de bénéficier d'une espèce de prêt à taux zéro universel en quelque sorte, c'est-à-dire ouvert non seulement à l'acquisition de maisons individuelles et en supprimant les conditions de zone tendue ou détendue. Donc effectivement, cette mesure qui devait redonner un peu d'oxygène au secteur immobilier, dont on sait que c'est un secteur qui est ravagé. Elle n'a pas été votée et donc finalement elle ne s'applique pas. Et donc on n'élargit pas l'usage du prêt à taux zéro. Et puis il y avait en 30 secondes, là, il faut qu'on conclue malheureusement Benoît Perrin, mais il y a cette idée, c'est hors du budget de l'État, hein, c'est une autre décision. Il y a cette application stricte de la loi sur les logements qui ont un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE très mauvais, la lettre G. Hein, ceux-là, ils vont plus pouvoir louer leur logement. C'est quand même un comble. Alors ça aussi, vous savez, les DPE, ça donne une espèce de note qui va de A à G. Et effectivement, à partir de demain, tous les nouveaux contrats de location ou au moment du renouvellement des baux de location, c'est-à-dire en gros tous les 3 ans, eh bien effectivement, les logements qui sont qualifiés comme étant G, donc des passoires thermiques, ne sont plus éligibles à la location. On parle quand même d'à peu près 600 000 biens qui sont classés G aujourd'hui. Et en 2028, vous aurez l'exclusion des logements qualifiés comme D. Et en 2034, exclusion des logements qualifiés comme E. Bref, vous avez tout un calendrier qui est prévu et qui va exclure petit à petit tous les logements qui ne répondent pas à certaines conditions et donc des logements énergivores. On peut trouver tous les détails sur ces aspects dans la revue et les cahiers spéciaux de contribuables associés dont vous êtes le directeur Benoît Perrin. Merci pour toutes ces précisions ce matin sur ce qui va changer, les gagnants et les perdants de ce non-vote du budget 2024 avec cette loi spéciale. Merci à vous Benoît Perrin, bonne soirée, bonne fin d'année et bon réveillon bien sûr, et on vous retrouve en 2025 sur l'antenne de Sud Radio bien sûr. On va se retrouver bientôt avec les infos et puis ensuite Jacques Pessis. C'est la fin de ce Mettez-vous d'accord et de l'œil de l'expert ce matin, et on se retrouve demain pour le 1er janvier. Je souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année 2024 et un très bon réveillon.